Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce sixième petit rendez-vous climatique de la quatrième édition des Dialogues pour le climat. On est très content de vous avoir avec nous ce midi pour cet événement. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La plupart de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Et on souhaite aussi remercier évidemment les partenaires et les commanditaires qui permettent l'édition de 2024 des Dialogues pour le climat. Les Dialogues pour le climat, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates des conférences des parties à la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques. Cette année, c'est donc la CDP 29 ou COP29 en anglais, qui se déroule à Bakou depuis le 11 novembre. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au CDP ou sur des enjeux environnementaux qui touchent le Québec et le Canada. Les dialogues ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques, en plus de mobiliser la société civile autour des CDP. Pour accéder à l'ensemble des événements organisés dans le cadre des dialogues, je vais pouvoir mettre tout à l'heure le site web des dialogues en clavardage pour que vous puissiez voir là, comme on a une autre semaine de programmation à vous offrir. Et pour ce qui est de cet événement, vous avez peut-être pu remarquer qu'il est enregistré. C'est juste pour permettre aux personnes qui ne sont pas présentes en ce moment de regarder l'événement par rattrapage, donc il va être publié là, très prochainement sur la chaîne YouTube de Réalité Climatique Canada. Et à la fin, on vous garde une période de questions. Donc, on vous invite à mettre vos questions là, à travers l'événement, soit dans le clavardage, soit dans votre boîte Q&A qui est en bas de votre Zoom, pour pouvoir poser vos questions à nos panélistes à la fin. Et sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous présenter votre animatrice, Marianne Ferron, qui est coordonnatrice du partenariat jeunesse chez Environnement Jeunesse. Donc, bonjour Marianne et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Agathe, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à cette table ronde où on va réfléchir ensemble à l'impact de la voix des jeunes dans le débat mondial. Donc, comme disait Agathe, je suis coordonnatrice du partenariat jeunesse chez Environnement Jeunesse. Donc, notre mission, c'est vraiment de conscientiser les jeunes, de les outiller sur les enjeux environnementaux et de les accompagner dans leur passage à l'action. Donc, pour nous, on met vraiment un point d'honneur à valoriser la voix des jeunes à travers notre programme, notamment le partenariat jeunesse. Donc aujourd'hui, c'est la reprise des négociations à la conférence des parties, la COP29. Il y a eu une pause hier et la thématique du jour, il y en a plusieurs, mais une des thématiques du jour, cette 8e journée, c'est les enfants et les jeunes. Donc, ça nous semblait important d'avoir un panel sur ce sujet, puisqu'on sait bien que les enfants et les jeunes sont les personnes qui vont vivre, notamment avec les conséquences des décisions, des non-décisions, on espère des bonnes décisions prises par les gouvernements lors de cette conférence notamment. Donc, c'est pourquoi ce midi, on vous propose une discussion pour questionner, donc, c'est quoi la place des jeunes dans le débat climatique? C'est quoi l'impact? Et pour ça, on va l'explorer avec nos 3 panélistes qui vont partager leur expérience, notamment parce qu'ils ont été tous les 3 délégués jeunesse dans différents événements internationaux comme des COP ou la COP de la biodiversité. Et donc c'est ça, on va discuter avec eux, c'est quoi la vision, leur vision sur ce sujet, comment la voix des jeunes est perçue et intégrée actuellement dans le débat mondial. Donc cette table ronde, elle se veut, en tout cas on espère, interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conversation, via le chat. Il y a ma collègue Katia qui à la fin, pourra poser des questions aux panélistes, il y a une période, prévue comme le précisait Agathe. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter vos 3 panélistes. Donc ce midi, on accueille Laura Villemot, analyste juridique à l'Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. On a aussi avec nous Thomas Leblanc, cofondateur du réseau éducation aux enjeux environnementaux, aussi appelé ECUBE, et Mishka Cadwell-Pichette, vice-présidente de Citoyenneté Jeunesse. Donc bonjour à tous les 3, merci d'être avec nous ce midi. Donc pour commencer, je vous propose un petit tour de table pour que le public puisse un peu mieux vous connaître, donc découvrir vos parcours. Donc comme je disais, vous avez tous en commun d'avoir pris part à des COP, COP 28, COP 15, COP 16 sur la biodiversité. Donc je vais vous inviter à tour de rôle à vous présenter brièvement, dites-nous ce que vous faites, qui vous êtes, et aussi à partager un peu votre expérience avec la première question. Qu'est-ce qui, personnellement, vous a motivé à prendre part à ces débats internationaux? Donc, on pourrait commencer par Mishka.
Merci Marianne. Donc ça, moi, c'est Mishka. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Euh, donc moi, j'ai quand même un parcours, je pense, qui a bougé un peu. Je suis présidente de Citoyenneté Jeunesse, qui est juste rapidement un organisme québécois par et pour les jeunes, vraiment de partout au Québec. On vise vraiment à amplifier la voix des jeunes dans les lieux décisionnels et le pouvoir en donnant des outils aux jeunes, puis aussi à différentes organisations comme des municipalités qui peuvent accueillir ces jeunes-là au sein de leur milieu. À part ça, je suis aussi membre du comité conseil Jeunesse 22 du Lab 22, qui c'est un organisme qui favorise la transition socio-écologique, principalement au sein des écoles. Avec le comité, on a plusieurs autres mandats, on a nos propres projets aussi, et certaines opportunités aussi qui nous arrivent, comme quand je venais pas mal tout juste de joindre le comité, puis avec le GIC, j'ai la chance d'aller à la COP 15, biodiversité à Montréal, il y a 2 ans maintenant. Puis ça, vraiment, au début, je savais vraiment pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais quand même un intérêt envers tout ce qui était c'est climat, la crise environnementale. J'avais plus d'engagement à ce moment-là, plus concernant la justice climatique. C'était beaucoup plus en participation citoyenne des jeunes ou un peu en politique. Fait que je me disais, bon, c'est une bonne chance de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça comprend. J'avais déjà un intérêt pour tout ce qui était aussi les questions internationales. Là, c'est sûr qu'une première COP, c'est gros. Il y a vraiment beaucoup à voir, puis j'avais pas passé énormément de temps à la coupe directement, on avait d'autres activités, puis un sommet jeunesse avant, mais d'abord qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient intéressés par la question, qui avaient la chance aussi d'être à ces sommets internationaux-là, ça m'a comme dit, ok, bon ben, on a un moteur d'action, on a un pouvoir, un certain pouvoir, on va en parler un peu plus plus tard, euh, au sein justement de ces luttes. Ça m'a vraiment, je dirais pas que j'ai participé énormément à plein de revendications, mais j'ai vraiment appris beaucoup, puis là, ben, après, j'ai pris le temps de vraiment comme bien avaler tout ce que j'avais vécu. Puis l'année dernière, j'ai participé à la COP 28 Climat qui s'est déroulée à Dubaï avec Laura. Donc, content de la retrouver ici. Puis on est allé avec l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, donc pour faire plus court, l'ACOSI. Puis on était une délégation encore de 5 jeunes femmes qui ont eu la chance de participer à cette COP-là, qui était bon, une COP, je pense, quand même beaucoup de paradoxes et pleine de questionnements puis de problèmes, mais c'était aussi une belle opportunité encore là, de faire partie un peu de ces négociations-là, même si bon, de loin, on l'est pas nécessairement directement, mais d'avoir accès à des élus, puis de pousser un plaidoyer, de rencontrer d'autres gens, créer un réseau, ça dit, bon, ben, on est un nombre, on a une force, on est capable d'avoir ce pouvoir-là, puis de pousser un plaidoyer, rencontrer les gens, puis en donné, ben, c'est rendu qu'il y a quelques-uns qui nous reconnaissaient, il y en a, bon, qui sont moins contente de parler à des jeunes, mais ça, bon, ça c'est un autre sujet. Puis c'est sûr que dans tous les domaines, il y en a qui vont pas vouloir nécessairement entendre les jeunes, les écouter là, pour différentes raisons. Mais c'est une superbe expérience aussi qui m'a donné, qui ça m'a fait réaliser beaucoup plus aussi de l'ampleur des COP, mais le pouvoir aussi que les jeunes peuvent avoir et le pouvoir que les jeunes, ben, doivent encore chercher à avoir. Puis je pense aussi dans toute cette question-là, ben, on parle beaucoup des jeunes, puis on en parlera plus, mais je trouve aussi qu'il faut un peu arrêter de tout mettre le poids et la responsabilité sur les jeunes. C'est un enjeu qui est vraiment global, qui touche tout le monde. Puis dire, oui, les jeunes, vous êtes bons, vous vous engagez, vous avez des idées, mais pourquoi est-ce que c'est juste les jeunes qui devraient porter ce poids-là, puis c'est régler cette crise à laquelle on n'a pas participé, mais c'est sûr qu'il va avoir vraiment un impact. On le voit déjà sur nos vies. Merci beaucoup, Mishka, pour le partage, très inspirant. Je pense que ça va faire une belle transition pour Thomas, qui représente un réseau justement de jeunes très engagés. Donc Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, puis nous dire pourquoi tu as voulu prendre part à la COP16 récemment? Oui, merci Marianne, d'abord. Puis merci à tout le monde là, d'être ici. Je suis Thomas, je suis cofondateur du réseau Éducation aux enjeux environnementaux. C'est un réseau qui veut regrouper en fait les comités environnementaux étudiants du primaire jusqu'à l'université, qui veut les outiller, leur permettre d'échanger, de réseauter, de partager leurs initiatives, puis leurs propres ressources en fait, pour qu'on ait vraiment un plus grand poids là, dans tout ce qui est environnement au Québec. J'ai fait mon entrée dans le monde militant au Cégep suite à une manifestation auquel j'avais participé. Puis très vite, ben, je me suis joint au comité environnement étudiant du Cégep. Je suis devenu secrétaire peu de temps ensuite, puis président. Puis en tant que président, j'ai coordonné des initiatives
assez variés, allant de la lutte au gaz naturel, au compost dans les toilettes, puis à une surface de gazon alternatif sur le terrain du cégep. Puis j'ai aussi participé à l'organisation d'événements à Granby, comme le Jour de la Terre, puis d'autres événements là, au sein du cégep. Et j'ai participé aussi à des événements d'environnement jeunesse, dont Marianne et Katia font partie. Puis ça m'a amené à rencontrer là, des jeunes qui sont motivés, mais qui étaient aussi inquiets du manque de communication qu'il y a entre les jeunes là, en environnement, puis entre tous les organismes en environnement. En fait, il y a plein de ressources qui existent, mais c'est difficile de trouver comment y accéder, puis de les trouver toutes, en fait. Là. Et c'est ce qui m'a amené là, à cofonder le réseau E3. Puis, en complément à tout ça, ben, j'ai été délégué jeunesse de Logique, les offices jeunesse internationaux du Québec, pour la COP de la biodiversité, la COP 16, qui vient juste de se terminer. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as voulu prendre part à la COP? Oui, ben, premièrement, c'était par curiosité. On en entend parler là, dans les médias des COP, mais je voulais vraiment comprendre là, ce qui se passait derrière tout ça, comprendre les mécanismes là, derrière les prises de décision. Puis je voulais voir aussi là, c'était quoi la place qui était donnée à la jeunesse dans ces événements-là, étant donné que je fais partie d'un réseau de jeunes. Je voulais voir si on avait vraiment une écoute de la part des gouvernements puis des partis. Et je voulais aussi rencontrer des gens puis connaître des initiatives, des personnes qui sont inspirantes là, à leur manière. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et ben maintenant, je vais passer la parole à notre dernière panéliste, pardon, mais pas des moindres, Laura. Est-ce que, pareil, tu peux te présenter puis nous partager pourquoi tu as participé au COP 15 et 28? Oui, merci beaucoup, Marianne. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis analyste juridique à l'Institut de développement durable des Premières Nations au Québec-Labrador depuis 4 ans. Puis, je travaille dans l'équipe des consultations, puis aussi dans l'équipe qui se concentre sur l'autodétermination. Je suis aussi étudiante au doctorat en droit à l'Université Laval et chargée de cours à l'UQAT. Par contre, ce midi, je vous partage vraiment mes expériences et opinions en mon nom personnel. Puis, pour moi, pourquoi j'ai voulu participer à la COP? En fait, ça remonte à il y a quand même plusieurs années maintenant, je dois l'avouer, quand je me suis connectée puis que j'ai vu les autres participants, on dirait je me trouve quasiment plus jeune. J'étais là, mon Dieu, est-ce que j'ai ma place sur ce panel? Mais je vous partage quand même mon expérience. Ça a vraiment commencé dès ma première année en droit. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur, en fait, pour le droit international. À l'université aussi, j'ai eu la chance de participer à des simulations à l'ONU, qu'on allait à New York, puis ça a vraiment renforcé mon intérêt dès le début pour les dynamiques internationales. Dans ma thèse, en plus, aujourd'hui, ben, je m'intéresse à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, puis la manière dont ces mouvements internationaux viennent influencer les réalités locales. Donc, c'est vraiment un intérêt qui se déplace dans plusieurs de mes activités. À la maîtrise aussi, mon essai final, il portait sur la contribution du Canada dans le cadre de l'accord de Paris. Puis, j'ai vraiment un peu une fascination pour la façon dont ces débats permettent vraiment d'appréhender des enjeux globaux, puis de mettre en lumière des revendications qui sont parfois marginalisées. Puis je dois dire aussi qu'à titre personnel, ce qui m'a poussée à appliquer justement pour la délégation de la COSTI à la COP, c'est que après la pandémie, j'étais un peu dans une période où j'avais besoin de retrouver une source de motivation, de connexion avec d'autres jeunes qui partagent mes valeurs. Puis j'ai été extrêmement chanceuse. J'ai rejoint une délégation vraiment extraordinaire pour la COP 28, dont Mishka faisait partie aussi. Ça a été super enrichissant là, à bien des niveaux. Puis, ben, dans mon travail aussi, je constate un manque quand même assez criant de représentativité et de présence des peuples autochtones dans les discussions locales, ce qui rendait pour moi d'autant plus intéressant de voir ben, comment est-ce que les perspectives étaient intégrées ou non au niveau international. Ça me motivait vraiment à venir contribuer à amplifier les voix qui sont souvent marginalisées. Puis, ben, je voudrais terminer là, cette réponse là, sur pourquoi je voulais participer à la COP. En fait, ça s'est construit aussi en cours de route quand on préparait notre déplacement à Dubaï. Puis, on avait reçu un conseil, je crois que c'était d'une ancienne participante à la délégation de la COSI l'année d'avant. Ça m'avait vraiment marqué. Donc, je tiens à vous le partager ici. Elle nous avait dit que ben, les lobbyistes
Puis les autres acteurs, eux, ils vont toujours poursuivre leurs propres agendas avec une détermination, ma foi, sans faille. Donc, elle nous avait dit qu'il était vraiment crucial pour nous, les jeunes, puis en fait, tous ceux qui portent des causes, qui veulent aller faire entendre au niveau international, de continuer d'être présents puis mobilisés. Tu sais, souvent, nous, on se sent imposteurs d'être là, mais eux vont jamais remettre en question leur présence. Donc, c'est ça, d'aller défendre nos ambitions, nos idéaux sur la scène internationale. Puis, c'est ça qui a mené ma conviction à aller participer. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre partage. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans ces événements internationaux, il y a des délégations, des organisations qui favorisent la présence de jeunes, en tout cas, à prendre part à ces événements-là. Ma deuxième question, en fait, serait pour Mishka. De par ton expérience, ton vécu, puis ton contact aussi avec d'autres peut-être jeunes engagés, est-ce que tu penses que les jeunes occupent aujourd'hui une réelle place dans le débat mondial sur les changements climatiques? Oui, je pense que c'est vraiment une bonne question parce que je pense que surtout depuis plusieurs années, on voit que les jeunes sont présents dans ces genres de conférences, puis dans ces enjeux-là, puis il y a une présence, puis il y a un intérêt, puis on en parle dans les médias. euh, mais est-ce que la place est réellement donnée et est-ce que les jeunes sont réellement entendus? Je pense que c'est plus là la question. Parce que oui, tu sais, il y a des délégations, puis il y a des coalitions de jeunes, autant pour les COP climat que biodiversité, qui permettent justement à des jeunes d'être présents, d'avoir des revendications, de rencontrer d'autres jeunes, de comprendre les réalités de différents pays aussi. On est du Canada, mais il y a tellement des réalités différentes et souvent un peu plus pressantes, on va dire, surtout dans les pays du Sud. Puis souvent, on est moins souvent confronté à savoir c'est quoi. Euh, donc là, justement, on rencontre des jeunes, puis on peut pousser des plaidoyers, mais est-ce que réellement cette voix-là est entendue? C'est difficile à dire parce que, veux pas, c'est difficile. Les couples, justement, Laura parlait que ouais, les lobbyistes pétroliers sont présents, ils sont là. Puis eux, ils finissent tout le temps par se faire entendre, puis ils finissent tout le temps par gagner leur bout de la bataille. Je pense qu'il peut-être qu'il manque de jeunes ou de revoir un peu comment justement cette réforme peut être faite pour que les bonnes voix soient entendues. Et vraiment pas juste écouter, parce que de mon expérience à la COP, puis Laura peut en témoigner aussi, on a pu rencontrer plusieurs élus des ministres. Puis il y en a qui sont intéressés à nous entendre parler, puis qui nous écoutent, puis qui nous reconnaissent plus tard aussi. Puis c'est comme, ah oui, vous nous avez parlé de ça, vous êtes de tel organisme. Puis là, on est comme, bon, ok, au moins, ils sont conscients qu'on est présent, qu'on met de la pression, puis ils veulent qu'on continue aussi de pousser nos idées. Puis après ça, ben, il y en a d'autres qui réellement n'ont aucun intérêt à nous parler, puis le font un peu juste pour se dire présent, mais qui réellement ne l'écoutent pas, se pointent en retard à des rencontres, donnent juste un petit bout, puis finissent par dire que bon, la prochaine fois, vous reviendrez mieux préparés. Comme on est déjà préparé, puis il y a juste une personne, puis je vais leur rire parce qu'elle sait exactement de qui je parle. Euh, mais c'est ça, justement, ces défis-là, c'est que c'est pas tout le monde qui veut que les jeunes soient entendus, mais les jeunes commencent de plus en plus à se faire une place au sein de ces débats-là. Mais je pense encore là que la place devrait être vraiment plus grande et plus donnée. Ça, on était observatrice, donc le poids réel qu'on a sur les décisions à la fin n'est pas grand. Là, je suis pas en train de dire mettez-moi autour de la table de négociation, parce que le syndrome d'un imposteur embarquerait pour de vrai. Mais je pense qu'il manque quand même une place vraiment concrète dans les négociations, dans les débats pour les jeunes, puis les jeunes de tous les milieux. Tu sais, qui viennent de différents pays puis qui ont des réalités vraiment différentes. Je pense que on est plusieurs, mais encore là, je pense que je me répète un peu, mais il manque une place directe au sein des négociations puis au sein de vraiment les accords qui en ressortent. C'est difficile de voir où les jeunes ont une influence là-dedans, mais en même temps, de participer à ces conférences-là, ces COP-là, ça permet aux jeunes de s'outiller puis dans quelques années, peut-être d'être ces personnes autour des tables. Fait que c'est un peu une réponse un peu floue, mais donc oui, les jeunes sont présents, mais ensuite, quel réel impact on est capable d'avoir sur les conclusions des COP. Puis c'est une COP institutionnelle, c'est gros, c'est beaucoup. Puis genre, il y a les lobbyistes pétroliers en n'en plus finir. Fait que là, c'est beaucoup de réflexion à savoir, bon, ouais, est-ce que ces personnes-là devraient avoir eu leur place? Est-ce que les jeunes devraient être là en contrepartie? Est-ce que devraient vraiment juste avoir les négociateurs présents au COP? Je pense que c'est plein de bonnes questions qui nous amènent après à se dire, bon, ouais, les COP en tant que tels, je pense qu'il y a moyen de revoir aussi comment c'est construit puis qui est invité.
Mais comme Laura le disait, ben, les jeunes ont leur place, on doit être là, puis il faut l'apprendre, faut pas avoir peur d'y aller, puis de foncer, puis ben, dire aux personnes en pouvoir, voici nos revendications, on veut de l'action maintenant. Arrêtez de nous dire ah, oui, 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 puis après ça, ben, d'accepter 8000 projets pétroliers. Fait qu'il y a beaucoup de paradoxes, donc faut continuer le travail. Mais j'ai quand même espoir qu'un jour, ça va aller mieux à ce niveau-là. Merci pour ta réponse. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une participation quand même des jeunes, une participation formelle, dans le sens où vous faites partie de négociations, enfin pas de négociations, vous êtes observateur, observatrice, vous rencontrez des élus, vous rencontrez les ONG, ce genre de choses. Il y a aussi des organismes reconnus, 2 organismes jeunesse pour la conférence des partis qui s'appelle Yongo, qui est un organisme reconnu pardon, par les Nations Unies. Et pour la COP de la biodiversité, c'est le Gibbon. Donc on voit qu'il y a quand même cette présence-là formelle, mais plus à titre d'observation et à ce niveau-là, moins dans les négociations puisque ça concerne que certaines personnes qui représentent les différents pays. Ma prochaine question, ça serait pour Thomas. Toi, avec le réseau ECUB, tu as quand même un regard privilégié sur des jeunes qui sont aussi bien du secondaire jusqu'à l'université, donc qui s'impliquent, qui veulent faire que les choses bougent dans leurs établissements, que les choses bougent dans leur communauté. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais répondre peut-être au cynisme ambiant qui règne actuellement sur les COP? Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ceux et celles qui pensent que ces événements-là, c'est pas forcément pertinent pour répondre à l'urgence climatique, que les jeunes ne sont pas vraiment entendus et que du coup, ça crée un sentiment de découragement par le fait qu'il y a peut-être un manque de résultats concrets de ces grands événements? Ben d'abord, j'en conviens, c'est un processus qui est assez lent. Les COP de la biodiversité, là, c'est des événements qui se produisent tous les 2 ans. Les COP climat, c'est à chaque année. Puis, entre-temps, ben, c'est sûr qu'il y a pas juste ça, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent, là. Puis, les COP, en fait, c'est des événements de grande ampleur. Donc, c'est sûr que c'est difficile de faire entendre sa voix. Mais c'est un événement qui peut très bien être complémentaire avec d'autres initiatives qui se passent. Puis ça peut même provoquer des mesures puis des stratégies qui sont plus directes. Par exemple, là, pour les cas de la biodiversité, ben, les partis sont appelés à partager leur stratégie nationale puis à mettre des mesures en place, là. Puis, comme c'est un événement qui est très médiatisé, là, c'est sûr que ça permet de diffuser en fait les enjeux qui sont discutés dans les COP à la communauté internationale. Par exemple, à la COP 16, là, il y avait plus de 1000 journalistes qui étaient présents, ce qui fait que le message, là, il circule, même si au final, le résultat est peut-être moins grand qu'on l'aurait espéré, là. Puis, pour répondre là, au découragement des jeunes, ben, premièrement, je vous inviterais, jeunes qui sont présents et même tout le monde, là, à vraiment vous plonger dans essayer de comprendre là, le processus de prise de décision. Puis en comprenant mieux comment ça se passe, on comprend pourquoi c'est si lent. Puis on comprend aussi que c'est pas par manque de volonté globale que ça avance pas comme on l'espère, mais c'est plutôt parce que un seul parti ou des lobbyistes peuvent ralentir énormément le processus de prise de décision. Comme comme en fait, là, tout le monde doit être d'accord sur ce qui est écrit au final dans le texte, là, ça fait que c'est ça. Une seule personne peut avoir un gros impact, là, malgré tout. Euh, comme je l'ai mentionné un peu tantôt, là, les COP, ça favorise l'adoption de stratégies qui sont plus nationales. Par exemple, euh, à l'occasion de la COP 15 sur la biodiversité, il y a eu l'adoption du plan Nature 2030, qui est un plan quand même assez ambitieux pour la protection de la biodiversité au Québec. Puis, Mishka, tu mentionnais que tu avais rencontré là, des délégués du gouvernement. De notre côté, nous, il y a je dirais, une assez grande ouverture là, de la part du gouvernement, puis des beaux échanges avec eux, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, en fait. Puis, ça nous a permis là, de répondre à une question qu'ils nous ont posée, qui était comment on peut intégrer la jeunesse davantage dans le plan nature. Puis ensuite de ça, on s'est consulté là, avec la délégation jeunesse. Puis on leur a envoyé un document là, qui contenait nos suggestions. Fait que
c'est pas juste mal. On a aussi une petite place quand même. Puis, c'est ça. Au-delà du résultat, ben, il y a aussi tout le processus de la COP en tant que tel, les rencontres, il y a l'inspiration qu'on peut tirer des autres personnes qui sont présentes. Puis, il y a plein d'ateliers et de formations qui sont super pertinentes pour toutes les personnes qui sont des acteurs en environnement, puis qui œuvrent là, sur le terrain pour l'environnement. Et j'ajouterais ben, que à chaque année, il y a de plus en plus de gens qui participent à la COP. Donc, c'est encourageant là, de voir qu'il y a autant de gens qui sont mobilisés. Puis, le fait qu'il y a des gens de tous les horizons, de tous les domaines, ben, ça permet de briser un peu les silos qu'on voit souvent dans le domaine de l'environnement. Merci Thomas. Si je résume, ça reste des événements pertinents pour l'exposition médiatique que ça expose sur les enjeux de la biodiversité ou les enjeux du climat. Ça peut être aussi un levier pour passer à l'action au niveau local. Et ça vous permet aussi, vous, en tant que délégué jeunesse, d'avoir, est-ce une influence, mais en tout cas de pouvoir rencontrer des politiques, des élus et d'amener cette voix-là, peut-être qu'ils n'entendent pas tous les jours parce qu'ils sont pas en contact de la jeunesse au quotidien. Et donc, puis tu parlais aussi de fait de rencontrer des gens des jeunes et des gens de différents milieux qui ont des réalités aussi auxquelles on n'est pas exposé d'habitude. Ça fait la transition parfaite pour la question à Laura. Là, on parle des jeunes en général, mais il y a aussi, on peut penser à peut-être que les jeunes les plus vulnérables au changement climatique vont être les jeunes marginalisés. Et là-dedans, il y a aussi la question, en effet, des jeunes des Premières Nations et des Inuits. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment la perspective des jeunes autochtones s'intègre dans le débat mondial? Et puis, si tu as des actions ou initiatives qui ont été menées par ces jeunes qui ont un potentiel de transformer le débat climatique et que tu peux nous les partager. Voilà, c'est ma question. Oui, ben avant de commencer à répondre, là, je tiens quand même à préciser pour éviter toute ambiguïté que je suis allochtone. Je partage donc mes observations de mon point de vue vraiment personnel là, dans ma position d'allié, mais je veux pas prétendre représenter celui des jeunes autochtones. Par contre, selon mes expériences, d'autant de mon travail puis à la COP 28, ben, ça m'a quand même permis de mieux comprendre les enjeux de leur participation aux débats mondiaux. Puis un exemple aussi que je voulais vous partager de la COP 28, c'est qu'il y avait une rencontre de toute la société civile québécoise qui était présente à la COP avec le ministre de l'Environnement, puis l'émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques du gouvernement du Québec. Moi, d'ailleurs, c'est à la COP que j'ai appris que cette position existait. Mais j'ai été vraiment frappée dans cette rencontre par le manque criant de représentativité autochtone. Parmi une salle comble, il n'y avait qu'une seule représentante des Premières Nations. Le point positif, c'était qu'il s'agissait d'une jeune femme, donc c'était une jeune. Puis elle faisait partie du réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador. Donc, si on s'intéresse aux initiatives, ben, ce réseau-là est vraiment intéressant à suivre. Je pense que cette année aussi, ils sont présents à la COP 29. Ils étaient présents à la COP 16. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais ça reste quand même largement insuffisant pour refléter ben, la richesse des perspectives. Sinon, un autre groupe de jeunes autochtones que je trouve vraiment super inspirant puis que j'ai rencontré un peu plus à la COP 28, c'est le Indigenous Climate Action. Donc là, c'était des personnes d'un peu partout au Canada puis ils sont super présents autant sur les réseaux sociaux que dans les COP, justement. Et si on souhaite s'informer puis en savoir plus sur les initiatives, ben, ils créent énormément de documentation super intéressante que je vous invite à aller voir sur leur site web. Ils ont notamment fait un document sur comment décoloniser les politiques climatiques. Donc ça, c'est super intéressant. Puis sinon, ben, ce qui ressort de mes observations puis de mes recherches, c'est que les jeunes autochtones, ils apportent vraiment une vision qui est holistique puis qui est intergénérationnelle. Au débat climatique, c'est vraiment ancré de plus en plus dans une approche justement qui se veut décoloniale. Puis leur vision intègre aussi ben, des liens qui sont intrinsèques entre, là on parlait de la COP16 qui vient de passer, la biodiversité, les écosystèmes, les changements climatiques, c'est le bien-être des générations futures. Donc pour eux, c'est tout ensemble, puis c'est une approche qui fait vraiment défaut, je trouve, dans les cadres décisionnels plus traditionnels. Et ben, un exemple inspirant, même si je n'y étais pas, qui donne espoir, ben, c'est justement la COP16 sur la biodiversité qui a marqué un tournant quand même avec la création d'un groupe permanent
pour les peuples autochtones puis les communautés locales. C'était une première dans l'histoire des conventions des Nations unies sur l'environnement. Puis, ce groupe, c'était vraiment une priorité pour les représentants autochtones à la COP16, mais ça a vraiment été adopté grâce à leur détermination parce qu'à la fin, on le voyait, là, il y a beaucoup de gens qui voulaient que ça soit repoussé à la prochaine COP, chose qui arrive quand même vraiment souvent, puis ils ont tenu leur détermination justement à ce que ça se fasse là. Donc, ça démontre quand même le potentiel transformateur des perspectives autochtones dans des objectifs qui ont, eux, été adoptés à Montréal dans le cadre mondial Kunming Montréal, qui vise la protection de 30 des terres et des océans d'ici 2030. Alors que, historiquement, les peuples autochtones étaient cantonnés en périphérie des décisions. On commence de plus en plus à voir leur inclusion et leur influence grandir. Puis, je suis vraiment convaincue que la participation active des jeunes autochtones, que ça soit combiné à leur approche enracinée dans les savoirs traditionnels puis leurs valeurs communautaires, a vraiment le pouvoir de venir transformer les débats climatiques mondiaux puis d'inspirer des solutions qui seront plus durables et équitables. Merci beaucoup pour les précisions, puis pour le partage de tes connaissances en lien avec cette question. Ça me permet de vous demander, peut-être à vous trois, selon vous, ça serait quoi les actions concrètes qui pourraient aider les jeunes à prendre part à des événements comme ça, puis aussi à bâtir peut-être leur influence sur le débat climatique? Puis, qu'est-ce qu'un événement comme la conférence des parties ou la COP sur la biodiversité apporte en termes d'opportunités pour faire entendre la voix des jeunes? Euh, je laisserai en mode popcorn, donc le premier qui veut répondre. Je pense que je viens de... Laura, ouais, vas-y, Mishka, parfait. Non, on n'allait pas avancer. Je pense quand même que juste d'avoir la chance de participer à des COP qui soient climat ou biodiversité, ça amène déjà beaucoup d'apprentissage, de nouvelles connaissances, autant de la crise climatique, il y a des relations entre différents groupes, en la présence des lobbyistes, ou juste toute la gouvernance climatique mondiale. C'est un gros monde, c'est très institutionnel. On parle de la présence des lobbyistes, donc on comprend beaucoup mieux c'est comment ça fonctionne, puis ça, puis après ça, ça aide énormément quand on revient au Québec à comprendre pourquoi des fois c'est difficile de pousser des revendications ou pourquoi certains pays le font pas, pourquoi la crise continue en fait euh, d'exister. Je pense qu'une action concrète, vraiment pour que les jeunes, on puisse porter notre influence dans le débat climatique, c'est de donner la place. Ça semble très, très simple, mais de permettre vraiment aux jeunes d'avoir une réelle place autour de la table. C'est peut-être pas nécessairement au cas, puisque là, justement, il y a quand même certaines étapes, puis certaines personnes, puis il y a très peu de personnes qui prennent part directement aux négociations pour la quantité de gens qui sont présents à la coupe, mais par exemple, juste quand on vient au Québec, d'avoir un comité conseil consultatif permanent sur le climat, ça a déjà essayé d'être mis en place. C'est encore boiteux comme réponse du gouvernement, mais ça permet aux jeunes de s'outiller puis d'avoir une réelle porte d'accès pour les gens qui ont un peu plus de pouvoir d'action, autant que je pense que les jeunes on a un pouvoir d'action, mais je pense qu'on a peut-être un pouvoir un peu plus de pression quand ça vient à ces questions-là. Puis c'est tellement des questions globales, mondiales, tu sais, à grande échelle. Parce que oui, on peut faire des actions de manière locale, puis je pense que c'est vraiment important aussi. Puis ça peut favoriser au sein de nos milieux, mais ça reste que la crise climatique, elle touche pas juste une petite région, elle touche tout le monde, puis elle est créée par différents pays, puis différentes actions qui ont des influences sur d'autres. C'est vraiment des dynamiques, je dirais pas nécessairement complexes, mais qui peuvent être compliquées à comprendre au début ou à décortiquer. Fait que je pense pour les jeunes, c'est donner les moyens aux jeunes de participer, puis d'observer, puis de voir, puis d'essayer de trouver leur place avant de là, réellement donner cette place-là aux jeunes directement. Je pense vraiment les coupes, d'avoir eu la chance d'y participer, on a Thomas, Laura aussi, vous pouvez en parler, mais c'est tellement. Les premiers jours, c'est gros, tu sais pas trop où tu te trouves. Puis à la fin, t'es comme, OK, bon, on va faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, on parle à telle personne, on a réussi à se booker une rencontre là. On est capable de pousser, puis tranquillement, on devient beaucoup plus à l'aise de porter un plaidoyer, puis de prendre notre place. Fait que je pense que d'être directement là-dedans, puis je parle de cas, mais il y a tellement d'autres événements aussi
autant internationaux que plus locaux, qui permettent aux jeunes d'avoir ces outils-là, puis de vivre cette réalité-là, d'être directement là, puis sous pression un peu, de dire, bon, ben, j'ai 5 minutes, il faut que je pose cette question-là à telle personne, je veux telle réponse, comment je suis capable de l'avoir pour qu'ils comprennent mon message de les jeunes vont pas rester sur place, puis on va continuer de mettre de la pression puis d'agir, surtout si là on n'a pas cette place-là autour de la table. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Laura ou Thomas, est-ce que vous voulez compléter? Oui, Laura. Oui, ben, je peux y aller. Ben, je pense que Mika a super bien répondu, là, mais c'est ça. Je suis convaincue que la participation des jeunes au débat climatique est vraiment essentielle, puis que ben, on est vraiment touché directement par les décisions qui sont prises aujourd'hui. Mais au-delà d'être touché, ben, on est aussi, je pense qu'on a des super solutions entre nos mains. Puis ben, des événements comme dans notre cas, la COP 28, ça permet de renforcer quand même cette influence puis de créer des opportunités. Euh, Moi, quelque chose que je trouve qui est vraiment une action concrète à faire, c'est de se baser sur les faits. On avait assisté à une conférence, présentation à la COP 28 sur la désinformation, puis tout ce qu'on peut voir à ce niveau-là. Ben, selon moi, les faits, c'est vraiment la force principale des jeunes dans le débat climatique, là. Il y a eu des événements aussi où les industries pétrolières étaient présentes, puis de venir contrer leur discours avec des données scientifiques solides. Ben, d'un côté, ça renforce la crédibilité des jeunes, puis de l'autre, on dirait que ça les déstabilise. Fait que c'est toujours des moments un peu magiques. C'est quelque chose, c'est ça, que moi, je retiens vraiment de ça. Puis Mishka en a déjà parlé aussi, mais ça permet aussi d'établir des liens, là. On réalise justement l'impact que les jeunes peuvent avoir dans ces événements-là. Puis le Québec, ça semble parfois grand quand on y est, mais quand on se rend là-bas, ben, on se rend compte qu'au final, c'est petit, puis qu'on est une communauté de gens qui veulent agir, qui se retrouvent finalement. Puis aussi, ben, ça aussi, ça a été déjà dit, là, mais je veux le redire, c'est la proximité avec les politiciens lors de ces événements. C'est vraiment une opportunité qui est rare au Québec. C'est difficile d'avoir accès à nos décideurs, puis ils ont des agendas tellement occupés. Mais quand ils sont dans ces événements-là, ben, leur agenda, c'est la COP. C'est ça à ce moment-là qu'ils ont à faire. Donc, c'est plus facile de porter nos plaidoyers puis de faire avancer peut-être des idées clés comme moi, pour ma part, ben, c'était de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans le contexte climatique. C'était super important, puis j'ai eu la chance d'en parler directement avec des élus. Merci. Thomas, est-ce que tu veux réagir? Oui, ben d'abord, je trouve ça super pertinent ce que vous apportez. Moi, j'irais dans un autre sens un petit peu. Avant de participer à la COP, mais il faut être formé pour participer à la COP parce que, en effet, quand je suis arrivé là-bas, les premières journées, j'étais comme submergé par tout ce qui se passait, là. Il y a tellement d'informations, d'activités, d'événements partout que c'est difficile de savoir là, qu'est-ce qui est le plus pertinent puis où je devrais aller. Euh, donc, c'est ça, je pense que ça peut être super pertinent de faire des formations puis des activités de développement de compétences avant ou d'autres activités là, comme ce panel-ci pour former les gens une fois qu'ils seront avant d'aller à des événements comme ça, en fait. Puis, un peu dans le même sens, l'écologisation des curriculums, c'est une super belle façon de former la jeunesse entière, en fait, là, aux enjeux climatiques, puis de mieux les outiller pour participer à des débats comme ça, puis d'avoir des revendications qui sont basées sur des faits, un peu comme tu le disais, là, Laura. Puis, ben, seul, on a une voix, mais je pense qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc, se regrouper, ce serait mon autre conseil là, pour les gens. Donc, voilà. Merci. Ben, c'est ça ce qu'on entend, parce que vous avez tous nommé tantôt le sentiment d'imposteur quand on peut arriver jeune dans des événements comme ça, internationaux, où il va y avoir des élus, il va y avoir des organisations qui, eux, n'ont peur de rien, comme des lobbyistes qui vont contrer jusqu'à aller jusqu'à la désinformation, visiblement. Donc pour contrer ce sentiment d'imposteur, l'éducation, la formation peut être un bon moyen. Puis en effet, le réseau, le fait de se sentir moins seul aussi là-dedans, comme vous disiez, être ensemble, ça rend plus fort. Heu, sont des actions donc d'aller voir des réseaux aussi bien locaux ou même
plus provinciaux au niveau du pays. Tantôt, je citais Yongo ou le Giben. Le Giben, par exemple, va avoir, je pense, une représentation au Québec. En tout cas, c'est en cours, si ça se fait dans les prochains mois. Donc ça peut être une première piste justement pour pouvoir participer à ces débats. Merci en tout cas pour vos partages encore une fois. Et je vais essayer de terminer avec une question de vision espoir. Pareil pour une question que j'adresse à tous les trois. Donc, quelle serait finalement votre vision, votre espoir quant au rôle des jeunes dans les négociations climatiques dans les prochaines années? Je peux me lancer? Ouais. Oui, ben pour moi, les jeunes, on incarne vraiment la diversité. Je pense qu'on arrête le moule de ce qu'une personne sur la scène internationale qui va représenter puis qui va participer à des débats devrait ressembler. Donc, la diversité puis l'énergie aussi, je pense que, je l'ai dit tantôt, on se sent affecté par les décisions qui se prennent aujourd'hui. Donc, ça crée vraiment une belle énergie puis une créativité aussi. Là, je viens de parler du moule, ben d'imaginer puis de comment est-ce qu'on veut bâtir un avenir qui va être plus juste et durable. Donc, je pense que la participation des jeunes au débat mondial, ça garantit vraiment des solutions qui vont être pour les prochaines générations puis qui vont être inclusives puis qui vont être aussi adaptées aux problèmes complexes qui émanent de la crise climatique. Je pense aussi que les jeunes, on pose des questions qui sont essentielles puis on remet en cause le statu quo. Ça vient vraiment stimuler un changement qui est audacieux, mais qui est nécessaire. Donc, on refuse un peu de se contenter des réponses d'hier. Puis, ben, pour moi, la voix des jeunes, c'est pas seulement une contribution, mais c'est aussi une force motrice pour construire des politiques qui vont être plus courageuses et transformatrices. Je pense que je conclurai là-dessus. Merci, ça donne espoir. Thomas ou Mishka? Oui, je vais y aller. Mon espoir, là, ça c'est né en fait de voir autant de gens rassemblés pour la COP de la biodiversité, puis notamment une grande participation de la jeunesse. Puis j'espère que cette participation-là va continuer de prendre de l'ampleur puis de l'expansion, puis que les réseaux qui existent là, pour faire entendre la voix des jeunes, comme le Gibbon puis le Yunko, vont continuer de prendre de l'ampleur, de prendre des membres, puis de mieux s'organiser. Puis j'espère aussi que non seulement on va prendre la place en tant que jeunes qui nous est donnée, mais qu'on va aussi en demander davantage. Puis j'aimerais beaucoup que notre voix soit autant écoutée que l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique qui, eux, émettent des recommandations, puis qui se penchent là, sur des enjeux qui sont clés dans les cas. Puis tout ça, c'est parce que nous, en tant que jeunes, on n'est pas seulement les citoyens et les citoyennes de demain, mais on est aussi les citoyens et les citoyennes d'aujourd'hui. Très bien dit, merci. Mishka? Oui, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que c'est vraiment des beaux souhaits, des belles visions. Je pense que dans un monde très, 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 très utopique, les jeunes n'ont plus besoin de s'impliquer dans tout ça parce qu'il n'y a plus de crise climatique. Mais ça, bon, on peut rêver autant qu'on veut. Mais je pense justement que les jeunes, c'est tellement, on est comme tellement une génération forte, puis qui a envie, puis on est tellement diversifié, là. On est trois jeunes, mais on représente tellement pas tous les jeunes du Québec, puis je souhaite tellement que plus de jeunes soient présents dans ces négociations-là, des jeunes de tous les pays. On sait que pour les pays, parfois c'est plus difficile d'envoyer seulement une personne, mais si ben, il peut y avoir un groupe de jeunes avec ces personnes-là, ce qui est. Je comprends que ça peut être difficile, puis c'est pas tout le temps accessible non plus à tout le monde, selon d'où on vient, puis de qui on est. Mais d'avoir cette diversité-là des jeunes dans cette négociation-là, puis de trouver cette force-là, puis une cohésion de groupe pour être capable de revendiquer des choses, je pense que ce serait merveilleux. Puis aussi qu'on arrête, je crois que je l'avais mentionné plus tôt, mais de mettre toute la pression sur les jeunes de s'engager, que ce soit les jeunes, mais toutes les générations, puis tous les groupes puissent aussi faire leur part, puis se faire entendre au sein des COP, par exemple. Merci beaucoup pour vos messages, pour votre partage d'expérience aussi.
On a fini un petit peu plus tôt que prévu, donc on me dit que j'ai le droit de poser une dernière question, donc je vais en profiter. Par rapport à ce que tu disais, Mishka, d'avoir une diversité de jeunes dans ce type d'événement, hem, on sait que c'est une période de la vie, où on va être aux études, au travail, où on va être, peut-être plus précaire aussi. Est-ce que toi ou aussi Thomas et Laura, vous avez des idées qui pourraient favoriser la participation de plus de jeunes et de plus de diversité de jeunes dans ce débat? Je peux me lancer Vas-y, vas-y. rapidement après, mais je pense que ce soit bien encadré je veux dire, comme expérience, ça peut tellement aider. Tu sais, Thomas parlait d'éducation puis de formation, mais ça, c'est vraiment non négligeable. Parce qu'on apprend aussi, puis on se dit, ben, je suis capable de l'appliquer plus tard. C'est pas juste, je prends l'avion, je me pointe dans le pays où il y a la COP, puis je repars, puis ben, l'expérience est finie. J'ai plus besoin de faire d'autres choses avec ça après. Un peu aussi qui est un peu. On s'en revient tout le temps à l'argent, mais ça coûte quand même cher de passer par la COP, de se rendre dans le pays, d'être logé. Donc d'avoir, tu sais, par exemple, Logique qui nous a aidés aussi, qui a financé, puis j'ai fait d'autres projets aussi avec Logique. Mais des organisations comme ça, qui sont quand même gouvernementales, ben ça nous montre que, bon, ben, à quelque part, le gouvernement, il veut que les jeunes s'impliquent puis développent des outils, mais là, avoir exactement commencé. Euh, donc ça qui peut vraiment encadrer aussi plus l'expérience, puis de manière, je pense qu'il faut en parler puis montrer que justement tous ces engagements-là, un peu à tous les niveaux, là, je vais au-delà des COP, mais c'est tellement enrichissant, puis tu rencontres des gens, puis tu vois, c'est un peu ça qui m'a fait pas une fois juste les COP, mais des engagements dans le domaine un peu plus politique ou environnemental, qui m'a fait un peu choisir mon champ d'études, puis qui m'a fait réaliser, bon, ben c'est là-dedans que je veux travailler, puis c'est pas tout le temps facile, puis des fois c'est lourd, des fois c'est sombre un peu aussi comme milieu, mais on sent qu'il y a des gens qui veulent que ça change, puis d'avoir un peu cette énergie-là, ben, ça nous propulse. Je pense que dès qu'on a mis le pied dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, qu'on a rencontré des gens, c'est difficile d'en ressortir, parce qu'on voit qu'il y a quand même un espoir, puis qu'ensemble, même si les progrès sont lents, ben, on en voit, puis on a des petits gains souvent aussi. Thomas, je pense que tu voulais réagir. Merci, Mishka. Oui, mais Mishka a tout dit. Laura, est-ce que tu veux Oui, ben, rajouter quelque je chose? pense que Mishka a soulevé un très bon point avec le financement, là. C'est dommage de devoir souligner ça, mais vive logique, là, je pense que j'aurais envie de dire, là, tu sais, justement, je comparais avec cette année, il y avait une offre pour une délégation universitaire pour aller participer, mais il couvrait tellement une petite partie des frais pour participer, donc directement, ça devient un peu discriminatoire sur qui peut se le permettre, qui peut participer. Donc, je pense que si on veut que les jeunes soient là, surtout, c'est super ironique, mais quand on voit ce qui est sorti dans les journaux, je pense il y a quelques semaines, avec les dépenses du gouvernement provincial à la COP 28, ben dans ce cas-là, c'est bon, il faut que la participation des jeunes soit financée, puis aussi la participation de tous les jeunes. Je pense que déjà d'être en posture d'appliquer, de faire ces entrevues-là, je pense qu'on est privilégié, mais j'aimerais que ça soit d'autres jeunes. Je pense que j'ai adoré ma participation à la COP, puis ça m'a vraiment amené, ça a été super enrichissant. Mais si j'avais laisser cette place-là à un jeune peut-être plus marginalisé ou qui n'a pas eu cette expérience déjà là, ben, je l'aurais fait avec plaisir, mais c'est ça, trouver, c'est pas vraiment une solution, c'est plus un souhait, mais ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Non, c'est normal de parler de l'éléphant dans la pièce. Le financement, c'est quand même malheureusement le nerf de la guerre. Il y a des initiatives qui sont faites par le gouvernement, mais qui pourraient mériter à être poussées un peu plus loin pour permettre une plus grande participation et diversité de jeunes à ces événements. Comme on l'a vu, la place est importante et doit être prise. Donc, le temps de notre échange est terminé. Merci pour votre partage, pour vos connaissances à tous les trois. Donc, on peut ouvrir une petite période de questions. Katia, toi qui avais plus un regard sur le chat, le Q&A, s'il y a des questions. Oui, donc on a une question de John Evan, pardon pour la prononciation, si c'est pas la bonne prononciation. John Evan Kokoshi. Donc, je crois que la question s'adresse à vous trois.
Donc, quels sont les exemples concrets de projets qui amènent de la main-d'œuvre au sein d'une société avec des valeurs économiques capitalistes tout en diminuant les changements climatiques? Grosse question quand même. Donc, je ne sais pas, parmi vous trois qui veut prendre la parole, je vous laisse y aller. Je peux me lancer, puis je vais définitivement laisser Thomas et Mishka renchérir, juste que je connais John Evan, donc oui, très contente que tu aies assisté au panel. Je pense qu'on voit de plus en plus d'exemples, puis j'espère que je pars dans la bonne direction, mais en ce moment, moi, à LDD, je travaille un peu au niveau énergétique avec, on voit qu'en ce moment, le gouvernement du Québec est en train de retravailler sur la loi d'Hydro-Québec. Il y a eu des partenariats justement des communautés autochtones, puis l'énergie, puis c'est sûr que ça inclut pas tout le monde, mais je pense que justement d'avoir des partenariats à ce niveau-là, puis d'inclure plus de gens, puis ça m'amène à l'économie circulaire. Là. La semaine dernière, j'étais à une conférence à Montréal qui portait sur la sécurité alimentaire, mais on a eu la chance de visiter un carrefour solidaire. Puis en ce moment, moi, j'ai été vraiment impressionnée par le modèle. Quand tu rentres dans ce carrefour qui a une épicerie, il y a 3 prix sur les tablettes. Donc, chaque produit a 3 prix. Il y a un prix pour les gens, je me souviens plus comment ils les appelaient exactement, là, mais il y avait un prix au niveau, par exemple, cette semaine, ton budget est plus bas ou peu importe, tu avais le réel coût de l'aliment normalement auquel il devrait être mis, puis tu avais le 3e coût qui s'appelait payer au suivant. Donc, si cette semaine-là, ton budget est plus élevé ou quoi que ce soit, ben, ça permettait de contribuer. Et je pense que c'est un peu dans ce domaine-là de voir des collaborations puis des choses comme ça. Tu sais, ça demeure que, c'est ça, comme tu dis, c'est des valeurs économiques capitalistes. Ça tourne autour de l'argent, mais de le faire de manière solidaire, de faire en collaboration, je pense que ça peut venir aider au niveau des changements climatiques. Oui, merci, Katia, d'avoir mis exactement l'exemple. Puis je laisse Thomas ou Mishka renchérir là-dessus. Moi, j'ajouterais que les OBNL, il y en a tellement, là, mais c'est une super belle façon de porter une cause, en fait. Puis cette cause-là, c'est pas de se mettre de l'argent dans les poches, mais c'est pour la société, là. Donc, ça serait ma réponse. Je vous invite à aller vous impliquer dans un OBNL près de chez vous. C'est vraiment des bonnes pistes de réponse et de réflexion. Je pense qu'il y a une partie aussi de réaliser que, au fond, toutes les causes vont être liées, puis moi, souvent, si j'en décortique, je vais faire ouais, c'est le capitalisme, puis on est dans cette société-là, fait que c'est de voir comment, ben, dans différents domaines, puis dans différents, tu sais, on parle d'environnement, un peu plus de politique, mais il y a aussi les entreprises ou l'éducation qui peuvent avoir une influence dans tout ça. Les économies aussi peuvent, là, c'est plus difficile, puis ils veulent souvent pas le faire, mais changer leur mentalité, changer leur manière de faire, de travailler, ça a un impact sur un peu de réaliser l'intersectionnalité, l'intersectorialité de ces causes-là, puis de voir que ça doit se faire de manière transversale dans la société. Mais je pense que ça va aussi faire comme un changement de mentalité, puis il faut en parler, puis dans la société, ça va être long, ça va être lent, mais tranquillement d'en parler déjà comme ça, puis de réaliser l'impact que ça a, ben ça peut amener à des changements. Puis autant vraiment plus des changements sociaux, mais des changements un peu plus dans nos mentalités individuelles. Puis de là, ben, après, nous, on fait nos choix, puis comme le Tom le disait, ben, les OBNL, c'est souvent plus vers là que nous, on va se tourner. Puis c'est comme ça qu'on peut porter notre voix. Merci pour votre réponse. Est-ce que il y avait d'autres questions, Katia? C'est tout pour l'instant. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous d'avoir suivi ce panel, suivi cette discussion. Merci aussi aux panélistes pour leur partage. Donc, les échanges aujourd'hui, ça me montre à quel point la voix des jeunes est essentielle. Dans les négociations, il y a une place qui est faite, elle est formelle aussi. On l'a vu à travers la présence de jeunes via des délégations ou alors encore avec des organisations comme Yongo qui sont reconnues par les Nations Unies. Mais il faudrait que les États, les gouvernements poussent plus loin cette présence et qu'il y ait aussi un soutien pour avoir une diversité de jeunes dans ce débat mondial.
Donc c'est ça, il faut poursuivre les efforts. C'est quand même, de participer à ces événements, pour vous 3 ça a été quand même formateur et ça vous donne du moteur, du jus pour continuer dans vos actions. Donc ça reste, pertinent d'y participer. C'est juste peut-être, de revoir un peu certains, critères pour que ça soit plus inclusif, puis qu'il y ait un plus grand, peut-être, rayonnement sur, ce que veulent les jeunes, au niveau mondial. Je vois qu'il y a une question qui s'est ajoutée dans Ah le oui, chat. oui, c'est ce que j'allais lever ma main. Donc, on a Liane Gagnon Mongrain. Allô, Liane. Donc, elle pose la question à tous les panélistes. Donc, qu'est-ce qu'on pense des GES-EMI pour le déplacement de tout le monde vers les COP? Très bonne question. Je vais Est-ce me que... lancer Oui, vas-y, encore si on prend le temps Michel. de répondre. Mais nous, c'est une réflexion qu'on avait eue quand même avant de se rendre à Dubaï. Déjà, ben, étape pétrolier, puis là, on prend, genre, je sais pas combien d'avions pour se rendre. C'est quand même une réflexion qu'on a eue. Mais encore là, on revient, ben, ça excuse pas non plus le fait qu'il y a des GS qui sont émis, mais les bus pétroliers, ils vont y aller peu importe. Fait qu'il faut quand même penser au fait qu'il y a un contrepoids là, puis qu'il y a tellement de personnes pour qui les COP, c'est important, puis c'est leur seul moment de l'année où ils peuvent faire valoir leurs préoccupations puis leurs revendications. Donc d'y aller avec un peu cette mentalité-là, je pense sans nécessairement nous déculpabiliser, ça permet de réaliser quand même l'impact qu'on a. Puis après, ben, on peut quand même lancer la question de est-ce qu'on devrait vraiment réduire le nombre de personnes présentes au COP? Je pense que oui, autant que c'est formateur, puis c'est important pour la société civile d'être là. Mais si on enlève la société civile, puis le lobbyiste pétrolier, puis qu'on garde juste les élus, puis les négociateurs, il reste vraiment moins de gens. Puis si, au final, ces personnes-là qui ont de l'impact, qui ont un poids, puis vraiment une voix dans ce qui va ressortir dans les accords, puis après ça, ben, dans les communautés locales, de s'assurer que les personnes qui ne vont plus à la COP ont quand même une voix, puis une manière de se faire entendre, puis de faire valoir leurs points. Mais c'est sûr que les COP, justement, on en parlait un petit peu au début, mais c'est tellement rempli de paradoxes. Puis bon, c'est bon pour ça, mais après, il y a tous ces problèmes-là qui en découlent. C'est quand même de décortiquer qui est-ce qui a le plus d'influence, puis de réaliser aussi notre position, puis notre privilège d'être présent, puis de l'utiliser, je veux dire, à bon escient, même si, ben, c'est sûr que notre empreinte écologique a augmenté, puis qu'on a encouragé quand même la tenue de cette conférence. Nous, par exemple, c'est aux Émirats arabes unis. La COP15, c'est vraiment moins pire parce que c'était à Montréal, donc beaucoup moins de déplacements en avion pour les gens du Québec, mais ça reste qu'il y a tellement d'autres gens qui sont venus d'ailleurs au monde, fait que je pense que tout le monde est réflexe, il faut continuer de la tenir. Merci. Est-ce que Thomas ou Laura? Oui, Laura, vas-y. Ben, je pense que Mishka a super bien répondu. Là, ça aussi, on a dit tantôt l'éléphant dans la pièce, c'en est un autre. Je comprends, c'est super important d'être critique face à ça, puis de s'attarder aux contradictions, puis de justement, encore tantôt, je parlais du privilège d'assister à ces événements, ben juste de pouvoir se déplacer, de prendre l'avion, c'est un gros privilège. Moi, c'est la raison personnelle pour laquelle j'ai décidé de ne pas appliquer à la COP29 cette année, parce que je trouvais que l'année passée, j'avais justement eu beaucoup d'émissions. Par contre, ben c'est ça, c'est que comme dans tout, parfois on pèse les pour et les contre. Je pense que l'impact global d'aller à la COP, puis les discussions qui s'y tiennent, les collaborations qui en émergent pour ça, ben c'est important. Je pense par contre que si la pandémie nous a montré quelque chose, c'est que certains trucs peuvent se faire de manière virtuelle. Pour ça, ça serait plus difficile, je pense, mais Mishka l'a souligné l'année passée. Je pense que Dubaï se vantait d'accueillir la plus grosse COP qu'il n'avait jamais eue. Je pense pas que c'est vers ça qu'on veut tendre. Je pense pas qu'on veut s'en aller là. C'est pas un concert, c'est pas non. Il faut que ça reste important et pertinent. Donc oui, peut-être se questionner sur qui y va, mais pas au détriment de la société civile. Puis peut-être aussi ben, une localisation stratégique, quand on pense où sont tenues ces COP, on veut pas que ça soit toujours dans les centres où les gens privilégiés se tiennent. Peut-être que ça pourrait être réfléchi de manière à, puis là, je rêve un peu, là, mais d'être tenu dans des lieux où justement les gens qui sont plus touchés par la crise climatique ou qui sont moins privilégiés pour se rendre, que ça serait peut-être plus accessible. Je pense à peut-être, mais en même temps, encore une fois, il faut pas accueillir. C'est autant de gens, là, donc c'est pas peut-être une petite île qui est en voie de disparition qui va recevoir un raz-de-marée de gens, mais
c'est ça. Puis on voit aussi, là, j'ai espoir qu'avec les nouvelles politiques de mobilité durable et tout, ben si par exemple une COP a lieu en Europe, que personne de l'Europe puisse se rendre en avion, qu'ils soient obligés de devoir y aller en train ou des choses comme ça pourrait être des choses à réfléchir pour les prochains déplacements. Là, j'écoutais un balado la semaine dernière avec Pierre-Olivier Pinault, qui est un expert en énergie là, du HEC, puis il parlait que il y a des experts qui proposent l'idée d'avoir seulement le droit à 4 vols d'avion dans sa vie. Donc, quand tu remets ça en perspective puis tu y réfléchis, ben c'est ça. Donc, ouais, je pense que tout le monde réfléchit, oui, à la quantité de GS émis pour le déplacement vers les COP. Bah, merci. En tout cas, c'est super intéressant. Puis en effet, il y a toujours piste, des bonnes idées qui devraient être amenées plus haut. Puis on sait qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça, puisque des COP prennent de plus en plus de participants et tout. Donc, qui y va, qui est représenté? Est-ce que localement, on peut pas travailler en vue d'aller dans ces COP-là et faire porter des plaidoyers, par exemple? Donc, tout ça est en réflexion, mais c'est sûr que c'est, comme tu dis, Laura, c'est l'autre éléphant dans la pièce, les GES. C'est important quand même d'y penser. Merci pour votre participation. Les dialogues pour le climat continuent. Donc, si vous voulez, il y a d'autres petits rendez-vous climatiques tout au long de la semaine. Puis, il y a aussi des panels intersectoriels. Et il y a un événement de clôture pour ceux qui sont à Montréal le 25, qui est aussi en hybride, le 25 novembre. Merci aux panélistes. Et puis, on souhaite que la discussion se poursuive dans vos réseaux, dans vos écoles, dans vos communautés, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée.